Merci de votre présence à cette première mobilisation pour celles et ceux que le monde abandonne au bord de ces autoroutes, les sacrifier, les ignorer. Vous avez entendu, pour ouvrir ce rassemblement artistiquement, la fanfare burlesque de quartier, les Canards des Crepettes, que vous pouvez applaudir. Ensemble, nous demandons une sortie de crise solidaire, sociale, féministe, culturelle, artistique et écologique. Ça va être dense, 23 interventions en 2 heures. Je demande à chacune des intervenantes de ne pas dépasser le temps qui lui a été attribué. C'est difficile, je sais, mais c'est un peu comme un festival en condensé, tout comme à l'usine lorsqu'elle accueille une myriade de groupes en une seule soirée, ou des dizaines de films pour l'écran libre du plus beau cinéma du monde, le Spoutnik. C'est culturel, artistique, humain, et c'est beau quand ça roule. De grâce, les intervenants, tenez-vous donc prêts au bas de l'escalier quand celle ou celui qui vous précède est en train d'officier. Et pour vous, le public, les recommandations d'usage, port du masque, distance non sociale, car celle-là nous a assez fait souffrir, mais une distance physique, désinfection des mains si nécessaire. Urgence Convergence allumera plus de 600 bougies en préparation à l'hommage aux morts du Covid en Suisse. Nous allons maintenant passer aux premiers intervenants. Tout d'abord, Geneviève Préti, employée au Hugues pour la santé. À vous. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Geneviève, je suis spécialiste en santé sexuelle. Je ne travaille pas dans les soins, mais je vais tenter de porter la parole des collègues qui sont épuisés, qui sont malades, qui sont au travail ou qui ont travaillé cette nuit, donc qui dorment, ou encore qui ont peur de parler. Et j'ai pu recueillir quelques témoignages pour vous les livrer aujourd'hui. Je porte la blouse blanche pour porter leurs paroles, cette blouse qui représente non seulement les soignants, mais aussi les nettoyeurs, les nettoyeuses qu'on oublie vraiment souvent et qui sont en première ligne aussi face au Covid. Et d'autres métiers, comme par exemple les métiers funéraires qui sont actuellement débordés. Si la situation est si difficile en ce moment dans les soins, c'est pas seulement en raison de la Covid, mais c'est aussi parce que les moyens ont été régulièrement coupés depuis des années au nom d'une marchandisation de la santé. La crise l'a malheureusement mis en lumière. Il manque du personnel, car le personnel a été réduit partout dans les soins, alors que la population augmente et qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. La situation était déjà difficile, elle s'est exacerbée avec la Covid. Aux hôpitaux universitaires de Genève, par exemple, au début des années 2000, c'est 474 postes qui auraient dû être accordés. Tout le monde s'entendait là-dessus. Eh bien, au contraire, sur les années qui ont suivi, grâce à des plans comme Victoria ou Performance, ce sont 335 postes qui ont été supprimés. Non seulement il n'y a pas eu d'augmentation, mais il y a eu des suppressions. Il y a bien eu quelques augmentations de postes par-ci, par-là, mais ces petites augmentations ne pallient en aucun cas aux suppressions. Et pire, ils ne pallient pas à l'augmentation des besoins due à l'augmentation de la population. Avec la Covid, le manque de moyens dans la santé devient particulièrement visible, particulièrement criant et particulièrement cynique. C'est dans ce contexte que le Conseil d'État souhaite baisser les salaires de la fonction publique et donc de tous les métiers des soins. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que toute baisse dans le public se répercutera dans le privé. Ces métiers sont dévalorisés, mal payés depuis l'époque où ce sont les femmes qui devaient se dévouer pour soigner les malades. Eh bien, ça suffit. Le temps des bonnes sœurs et du bénévolat, c'est terminé. Je vais vous livrer 3 témoignages. D'abord Sophie, technicienne en radiologie médicale. Pour moi, un salaire correct est un salaire qui rémunère à sa juste valeur. Un salaire qui corresponde à la dignité de ce travail. Un salaire qui corresponde aux efforts et à l'investissement fourni autant physique qu'intellectuel et psychologique. La plus grande forme de solidarité qui puisse être est de risquer non seulement sa vie pour les autres, mais aussi celle de ses proches et de son entourage. Voici Jessica maintenant.
La solidarité vis-à-vis de la population, en tant qu'infirmière, je l'ai eue lors de la première vague. J'ai honoré ma profession au sein de la fonction publique. Je me suis rendue au travail la peur au ventre, ne sachant pas ce que cette pandémie allait nous réserver. Toutes les angoisses étaient présentes. D'ailleurs, c'est certainement pour cela que la population nous applaudissait à 20h pour nous encourager. Aujourd'hui, lors de cette deuxième vague, les gens semblent plus rassurés. Et puis finalement, une infirmière, elle ne fait que son travail. Mais je dis qu'il est temps que l'on reconnaisse à sa juste valeur notre investissement. Beaucoup d'infirmières qui aiment leur travail le quittent après quelques années en raison de sa pénibilité et des incompatibilités avec la vie familiale. Il est temps que les partis politiques prennent conscience de notre valeur et de notre utilité. Je vais parler encore pour un collègue qui travaille depuis 30 ans et qui est le témoin de la dégradation subie. Le métier devient de plus en plus technique. Avec toutes ces économies, il y a beaucoup de personnel en moins. Le travail devient de moins en moins sécure et le personnel subit des pressions s'il dénonce ce genre de choses. Avec la Covid, cette situation empire. L'insécurité augmente à l'hôpital, il y a de la pression sur les horaires, de la pression sur des changements de poste et l'obligation de travailler en même temps dans 2 secteurs différents. Voilà, merci pour ces témoignages. Et pour le traitement de la Covid, puisqu'on est dans le domaine de la soin, les mesures sanitaires sont absolument indispensables afin de réduire la charge sur les soins. Mais malheureusement, ils comportent nombre d'effets secondaires. Chaque traitement a des effets secondaires, il y en a aussi pour les mesures sanitaires. Les baisses scandaleuses de salaire dans le privé, les pertes mortifères de revenus pour les indépendants de tous les domaines, dont celui de la culture, la solitude due aux fermetures des bistrots et aux quarantaines, tous ces effets secondaires pèsent déjà et vont peser encore lourdement sur la santé. Avoir une vie sociale et professionnelle satisfaisante sont des facteurs importants pour une bonne santé. Donc si les métiers des soins demandent un respect ferme des mesures sanitaires, ils demandent également que tous les collègues du privé, de tous les domaines durement touchés par la pandémie, aient un salaire entier en cas de fermeture, que les charges non couvertes par les revenus pour les petits indépendants soient annulées ou payées sans contrepartie, que les maîtres et maîtresses d'apprentissage soient soutenus pour continuer à former leurs apprentis et continuer à en engager. Les métiers des soins demandent que des moyens supplémentaires soient alloués dans le social, afin que des accompagnements soient organisés pour toutes les personnes en souffrance de solitude ou pour les jeunes. Car oui, les services de psychiatrie, les services de psychologie font déjà face à des problèmes importants en lien avec la Covid. Voilà comment l'absence de moyens dans tous les secteurs du privé et du public peut peser plus fortement encore sur la santé face au Covid. La santé encaisse les effets directs, mais aussi les effets secondaires de la Covid. Donc ne nous laissons pas diviser. Si on nous demande d'être solidaires face à la Covid, que cette solidarité soit exprimée en premier lieu par des efforts auprès des plus riches. Il nous faut un réel changement de paradigme, un changement sur le fond, et pas juste quelques fioritures qui laissent beaucoup trop de monde dans la précarité. La précarité va coûter très cher. S'en occuper, c'est économiser. Que le monde politique se réveille enfin et ait la volonté d'aller chercher des moyens par des emprunts, une fiscalité juste. Que le monde politique ait la volonté d'investir de manière durable et écologique dans les emplois, la formation, le soutien aux petits commerces qui sont la vie et la force de la Genève qu'on aime. Ce n'est pas de la charité, de la gentillesse ou de la compassion que le monde de la santé demande. La Covid est un révélateur et aussi un catalyseur de la dégradation des moyens. Pour la santé, qui est aux soins intensifs depuis bien trop longtemps, il faut des postes et des revalorisations salariales. Merci beaucoup. Merci Geneviève Préti. Nous allons enchaîner. Je vais déjà désinfecter le micro. Voilà. Voilà, ça fait partie des mesures sanitaires. Voilà, ça c'est fait. Je demanderai, je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais de grâce, tenez-vous au minutage qu'on vous a donné, parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Et je vais devoir faire
maire fouettarde et ça ne me plaît moyennement. Maintenant, c'est donc le commerce avec Christian Berlemont du syndicat UNIA et un message vocal de Carmela, c'est ça? Oui. Qui est empoignée de commerce. 2 minutes 30. Magnifique. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je me découvre devant cette belle assemblée solidaire qui est venue pour défendre nos droits. Un petit message pour vous expliquer que la vente, c'est un métier aux 3/4 féminisé. Un métier donc pas facile, où les femmes donnent beaucoup. Un métier où, à l'heure actuelle, sous prétexte du Covid, on ouvre plus tôt le matin, on ferme plus tard le soir, c'est ouvert le dimanche. Est-ce que c'est au commerce, au personnel du commerce de supporter la crise du Covid? Je ne pense pas. Il y a des entreprises qui ont fait des gestes, c'est très bien, on les remercie. Mais dans l'ensemble, les conditions sont déplorables. Il y a aussi le comportement des clients qui sont parfois très critiquables. Alors, ici, aujourd'hui, je vous demanderai de penser aux distances de sécurité. Quand vous faites vos achats, pensez au personnel de vente qui, eux, souffrent aussi de porter le masque à longueur de journée, qui souffrent aussi d'être bousculés quand ils sont au travail et qui souffrent aussi de ne pas pouvoir profiter de leur soirée en famille parce que les femmes de la vente ont aussi des familles. Vous avez tous ici une mère, une sœur, une cousine, une frangine, tout ce que vous voulez qui travaille dans la vente. Pensez, les conditions de travail pour elles sont très compliquées. Nous sommes tous embarqués sur une mauvaise galère, très mauvaise. Le Covid, c'est un très gros problème. Mais ça n'est pas à la vente de tout supporter et de se voir rabaisser dans le monde du travail. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue qui aurait aimé être présente, qui n'a pas pu, donc on l'a enregistré. Bonne journée à tous et toutes. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour dire à toutes ces personnes qui nous gouvernent que nous en avons marre d'être pris pour des pantins ou des tiroirs-caisses. Car si l'économie va mal, comme vous nous le répétez depuis le début de la pandémie, cela ne vous empêche pas d'acheter des avions militaires à plusieurs dizaines de milliards. En plus, ce qui est incompréhensible, c'est le pourquoi vous n'avez pas exigé que les patrons versent le 20% manquant lors des RHT. Pendant la fermeture des 5 semaines, il m'a manqué 1000 francs. Et aujourd'hui, je peine encore à rattraper le retard. Cela fait des années que les patrons, ainsi que je pense l'État, veut porter l'ouverture du samedi à 20h même. Vous, messieurs, les politiciens, les chefs d'État, etc., vous aimez passer les fins de semaine en famille? Nous aussi. On aimerait bien pouvoir le faire. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez été, avant d'être politicien, avant d'être patron ou quoi que ce soit, vous avez été des employés. Et je pense que, tout comme nous, vous aimiez passer vos week-ends en famille. Alors, si on pense que nos aïeuls, nos grands-parents, arrière-grands-parents se sont battus pour qu'on puisse avoir un week-end complet dans la semaine, je pense que actuellement, vous parlez même de nous faire travailler le dimanche. Donc, nos arrière-grands-parents et toute la famille ne s'est battue pour rien, ce qui est incompréhensible de votre part. Par la même occasion, je vous inviterai tous, politiciens, conseillers d'État, à venir passer une journée dans les magasins pour travailler avec nous, pour que vous puissiez vous rendre compte comment notre journée, comment nos week-ends sont fatigants. Et quand on doit s'occuper encore des enfants, de la maison, surtout que la plupart des vendeurs et vendeuses, ce sont des femmes, c'est vraiment pas ce que vous apprécierez si vous venez nous donner un coup de main ce jour-là. À bon entendeur, je vous souhaite vraiment de venir et de venir vous mêler
au personnel, pas en tant que client, en tant que personnel. Et en cas de reconfinement, tous les vendeurs, vous serez gré d'obliger nos patrons à nous verser le 20% manquant sur nos RHT. Merci, messieurs. Bravo. Et de la vente, nous passons à l'hôtel-restauration avec le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs. Et c'est Orlena qui prendra la parole. Si elle est... Ah ben elle est déjà là. Bonjour à tous. Comme il a dit, je m'appelle Orlena. Je me bats pour la hôtellerie-restauration avec le syndicat CIT, où je participe depuis que j'ai été licenciée de l'hôtellerie à 3 ans en arrière. Comme que j'ai travaillé 3 ans et j'étais licenciée il fait 2 ans. Je n'ai jamais vu autant de précarité dans l'hôtellerie. Je ne savais pas qu'avoir un travail honnête pouvait nous mettre en stress permanent. Avec la pandémie, maintenant, il licencie tout le monde. Il a le RHT qui est versé au patronat. Et le patronat a même le droit de licencier les anciens employés pour prendre des extras, comme ils disent dans l'hôtellerie et la restauration, et des contrats précaires, des CDD. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est pas nouveau pour personne. Hein. On le sait bien que l'hôtellerie-restauration c'est précaire, mais on a quand même des personnes qui gèrent le budget pour le patronat, c'est-à-dire l'administration. Pourquoi pas exiger carrément, parce que si on n'exige pas, rien est fait, de ne pas licencier les employés que passent au RHT et après directement en lettre de licenciement. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est se battre, pas pleurer sous son sort, mais être syndicalisé, c'est très important aussi. Ça peut donner des idées, discuter et arriver à un consensus pour que tout ça évolue dans notre précarité, qu'un jour ça va finir si on s'y bat tous ensemble. Merci beaucoup, bonne continuation, à bientôt. Merci Orlena. Alors, nous allons maintenant accueillir ici Davide De Filippo pour la communauté genevoise d'action syndicale et le discours d'ouverture. S'il est là? Ah ben il est là. Mais si vous passez derrière, je ne vous vois pas, mon ami. On essaie de faire le plus vite possible. Merci Greta. Chers collègues, camarades, protéger la santé des travailleuses et des travailleurs, protéger les emplois, protéger les revenus et protéger les droits démocratiques, c'est en substance les 4 revendications que le mouvement syndical genevois a adressées au Conseil d'État et aux organisations patronales dès le 2e jour du semi-confinement, le 18 mars dernier. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Sur le plan de la protection de la santé des travailleuses et des travailleurs et plus largement de l'ensemble de la population, nous sommes loin du compte. Les travailleuses et travailleurs continuent d'être envoyés au casse-pipe dans des transports publics bondés. Les clusters en entreprise se multiplient sans qu'aucune quarantaine ni aucune fermeture ne soit décidée ou déclarée. Et le Conseil d'État s'échine à laisser les restaurants ouverts tandis que les magasins sont bondés de monde. Les contrôles, une vaste farce, tant ils sont insuffisants. Et comble du comble, le Conseil d'État genevois décidait il y a 2 semaines d'étendre les horaires d'ouverture des magasins pour des raisons prétendument sanitaires. On dilue, entre guillemets, la fréquentation sur une période plus longue. Bullshit. On ne fait que rallonger le temps d'exposition au virus dans des espaces fermés, en bousillant au passage le déjà court week-end des vendeuses et des vendeurs. Et tant pis si le Conseil fédéral annonce 2 jours plus tard qu'il faut faire exactement le contraire. Il faut croire qu'à Genève, on a un virus plus intelligent que les autres
il est militant syndical et écologiste et se refuse d'entrer dans les magasins dès 18 h. Combien de morts faudra-t-il pour qu'enfin des mesures sérieuses soient prises? Combien d'appels désespérés de nos hôpitaux, de nos soignants? C'est pourtant pas compliqué. Il suffit de regarder les courbes. Première vague au printemps, confinement, ça redescend. Deuxième vague en automne, demi-mesure, ça redescend moins bas, on rouvre et ça remonte. Alors on nous dit qu'il ne faut pas opposer santé publique à l'économie. Mais avec leur demi-mesure, nécessairement incohérente et que plus personne ne comprend, que ce soit le Conseil fédéral ou le Conseil d'État, ils ne font qu'une chose, c'est capituler face aux pressions des milieux patronaux et de la droite qui n'ont d'horizon que le profit à très court terme, sacrifiant ainsi la santé publique. Évidemment, tout fermer aurait un coût, et ce serait prendre le risque de provoquer des faillites en chaîne, des fermetures d'entreprises, des licenciements en masse, l'extension du sous-emploi. Mais ce coût, faute d'aide suffisante, nous, les travailleuses et les travailleurs, sommes déjà en train de le payer, et lourdement. Depuis le début du mois de mars, nous en sommes à 102 licenciements collectifs à Genève pour 1894 salariés concernés. Les demandeuses et les demandeurs d'emploi, elles seront bientôt 20 000 dans le canton. Et le taux de chômage, selon la définition du BIT, touchera près de 10% de la population. Et c'est sans compter sur l'exportation du chômage dont la Suisse est toujours capable, parce que ces chiffres ne comptent ni les frontaliers qui ont perdu leur emploi à Genève sur cette période, ni les étrangers dont le permis de travail ne sera pas renouvelé et qui risquent donc l'expulsion, ni encore les travailleuses et les travailleurs sans statut légal qui payent un lourd tribut à cette situation, ni ces centaines, voire milliers de travailleuses et travailleurs précarisés qui n'ont pas de droit au chômage parce que vivent tant de formes dites atypiques d'emploi et qui n'entrent pas ou qui sortent des cases d'un droit au chômage sans cesse attaqué et réduit par cette même droite patronale. Nous exigeons une véritable protection de l'emploi. Ce sont les patrons, soit les patrons sont assis sur des fortunes, constituées notamment par l'exploitation de la force de travail, et auraient malgré tout les moyens de préserver l'emploi, et d'ailleurs comme c'était le cas, par exemple, de ce milliardaire propriétaire de l'hôtel Richemont, qui n'a pourtant pas hésité à jeter à la rue 130 salariés au cours de l'été et de surcroît sans aucun plan social. Soit, autre possibilité, ces employeurs n'ont pas la capacité économique de préserver l'emploi et les licenciements qui en découlent sont la preuve que les aides de l'État sont largement insuffisantes. Quant à la protection des revenus, les syndicats genevois ont exigé dès le début la couverture de 100% du salaire des salariés mis en RHT. Et dès le début, la mise sur pied d'un fonds cantonal pour indemniser toutes et tous les travailleuses et travailleurs insuffisamment couverts ou pas du tout couverts par les assurances sociales. Parce que c'est cela aussi que la pandémie n'a pas créé, mais mis en lumière, les trous béants dans les filets de protection sociale qu'il faut combler de toute urgence. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Le droit à une indemnité pour les travailleuses et travailleurs précarisés dont le minimalisme n'a pas empêché le MCG et l'UDC de l'attaquer par référendum, avec des méthodes et arguments douteux, avec la complicité active du PLR et du patronat. Nous voterons donc le 7 mars prochain, mais pour l'heure, cette indemnité pourtant urgente n'est toujours pas arrivée dans la poche de celles et ceux qui en ont besoin. Et il n'en reste pas moins que cette indemnité, pas encore acquise, ne portait que sur une période de 2 mois, alors que les pertes de revenus s'étalent, eux, sur bientôt une année. Un deuxième projet de loi a donc été déposé par l'Alternative fin novembre, mais il a été sèchement balayé par la droite, qui préfère s'en remettre à la charité plutôt que d'accorder des nouveaux droits aux travailleuses et travailleurs. Quant au RHT, les chambres fédérales ont accepté, il y a quelques jours seulement, de porter l'indemnisation des bas salaires à 100%. Une victoire, serait-on tenté de se dire? Peut-être, sans doute, mais largement, très largement insuffisante,
parce que tardive, parce que limitée à 3 mois seulement, et parce que la couverture à 100% ne dépassera pas 3 470 francs par mois. Largement en dessous, très largement en dessous du salaire minimum légal que nous avons conquis de haute lutte le 27 septembre dernier. Des miettes. Voilà ce que la droite patronale daigne jeter aux travailleuses et travailleurs, tandis qu'elle débloque des milliards d'aides à fonds perdus aux entreprises. Et si au moins ces aides garantissaient la protection de l'emploi, mais ce n'est même pas le cas. Si au moins la droite avait accepté de conditionner ces aides à l'interdiction des licenciements, une revendication syndicale encore sèchement balayée. Et le patronat dans tout ça, et le patronat, si certains employeurs réclament à juste titre plus d'aides pour préserver l'emploi, d'autres profitent de la crise, lâchement, pour s'attaquer aux conditions de travail. Extension des horaires de travail, flexibilisation à outrance sans contrepartie, attaque sur les salaires. Après la honteuse tentative du Conseil d'État de réduire les salaires du personnel de la fonction publique, dont toutes celles et ceux qui étaient et sont encore aujourd'hui au front de la lutte contre la pandémie, voilà que la Fédération des entreprises romandes a eu l'indécence, oui, l'indécence de déposer un recours contre la date d'entrée en vigueur du salaire minimum légal et son mécanisme d'indexation. Ignorés, méprisés, voilà comment sont considérés les travailleuses et les travailleurs dans ce pays et dans ce canton. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de nous mobiliser, déterminés à nous battre pour que notre voix et nos revendications soient enfin entendues. Le respect sans délai du salaire minimum légal par tous les employeurs pratiquant les salaires inférieurs, y compris en cas de RHT. L'indemnisation à 100% des salaires en cas de RHT, de tous les salaires. L'indemnisation à 100% du revenu de toutes les travailleuses et travailleurs, sans distinction de statut de séjour ou de statut professionnel. La suspension des poursuites, la suspension des obligations de recherche d'emploi dans les secteurs sinistrés et la suspension de toutes les sanctions par l'Office cantonal de l'emploi qui continue à matraquer les chômeurs et les chômeuses de pénalités alors que le marché de l'emploi est sinistré. L'interdiction des licenciements et des aides suffisantes pour les éviter selon la situation patrimoniale des entreprises. L'adoption sans délai de la rente pont cantonale pour les travailleuses et travailleurs âgés. La garantie du respect des droits démocratiques et l'extension des droits syndicaux. Voilà pour les mesures urgentes, et j'en oublie certainement. Mais plus fondamentalement encore, nous revendiquons un véritable plan pour l'emploi, fondé sur la revalorisation des salaires, la réduction significative de la durée du travail, sur une reconversion économique orientée vers la création d'emplois sanitaires, sociaux et écologiques, et sur le resserrement des mailles du filet de protection sociale. Ceci a un coût, bien évidemment, mais l'argent existe, il suffit d'aller le prendre là où il est. Tandis qu'à Genève, près de 40% de la population n'a pas un centime d'économie, qu'un habitant sur 5 est à risque de pauvreté, 1,3% de la population, soit 3700 personnes, accapare presque 60% de la fortune totale déclarée. Et encore, je ne parle pas de celle qui fuit aux îles Caïmans, soit 78 milliards. Prendre l'argent là où il est pour le redistribuer, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire, qu'ils tergiversent sur les mesures sanitaires, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Prendre l'argent là où il est, partager les richesses, c'est pourtant la seule solution possible pour ne pas opposer santé publique et économie. Prendre l'argent là où il est, partager les richesses, c'est pour ça que nous nous mobilisons aujourd'hui et que toutes et tous ensemble, nous continuerons à le faire, tant qu'il le faudra, pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe et écologiste. Je vous remercie. Merci, David. À vous les tambours latas.
sacrifier, ignorer, mobiliser pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe, écologique. Sacrifier, ignorer, mobiliser pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe, écologique. Sacrifier, ignorer, mobiliser pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe, écologique. Sacrifier, ignorer, mobiliser pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe, écologique. Sacrifier, ignorer, mobiliser pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe, écologique. Sacrifier, ignorer, mobiliser pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe, écologique. Nous accueillons maintenant normalement Devrim Demirkabi, c'est ça? Pour l'hôtel Atrium du syndicat Ounia. Bonjour à tous. Je suis venu aujourd'hui pour témoigner donc, au nom de 33 personnes, ex-employés de l'hôtel Atrium Airport à Mérin, qui fait partie d'un très grand groupe qui s'appelle Boas, qui a décidé donc de fermer son hôtel, compréhensible. Mais par contre, ce qui n'est pas du tout compréhensible et qui n'est pas du tout passé, c'est que du jour au lendemain, ils ont décidé de ne pas nous payer du tout ce qu'ils nous devaient. Donc 33 employés, familles, se retrouvent sans revenus depuis le mois d'octobre. Donc voilà, ce très grand groupe qui génère des dizaines de millions de francs chaque année, qui a des dizaines d'établissements à travers toute la Suisse, a décidé de ne pas nous payer. Donc, la crise, on est dedans, ok. Mais par contre, ce qui ne passe pas, c'est que donc l'entreprise s'en sort, sans rien du tout, et nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. Alors aujourd'hui, on est en pleine bataille judiciaire. Dans un premier temps, juste pour avoir accès au chômage, ce n'est toujours pas le cas depuis le mois d'octobre. Et après, donc, pour réclamer ce qu'ils nous doivent. Donc, ce qui est inadmissible, c'est que justement, les grandes entreprises s'en sortent très très bien. Et les travailleurs précaires, avec bas salaire, s'en sortent très mal. Donc, du jour au lendemain, comme disait donc, le monsieur juste avant, tout le monde n'a pas d'épargne. Donc, quand, à la fin du mois, on nous dit non, vous ne serez plus du tout payé, on fait face à la crise. Donc, depuis le mois d'octobre, 33 familles se retrouvent sans le sou. Voilà, donc j'étais là aujourd'hui pour témoigner, pour témoignage qui se rajoute à d'autres témoignages, je suppose. Donc on est bien conscient que le secteur hôtellerie-restauration souffre, d'accord? Mais ce n'est pas du tout admissible que les grandes entreprises s'en sortent du jour au lendemain en disant non, on ne va pas vous payer ce qu'on vous doit. Voilà, je venais juste témoigner.
ne sommes qu'au début de la bataille judiciaire en tout cas. Merci à vous. Merci Lévrim et courage. Il va nous en falloir du courage, de la force et de l'énergie, mais nous en avons, non? J'appelle Nina, qui viendra parler de l'économie domestique. À vous, Nina. 5 personnes montent sur scène, l'oratrice et 4 autres personnes munies de silhouettes anonymes sur lesquelles on peut voir des inscriptions. Je les lirai tout à l'heure. Moi, je vais témoigner au nom de ceux qui travaillent dans le secteur domestique. Nous, les femmes, même les hommes, on travaille pour les employeurs. Nous qui on ne se voit pas, mais on existe là, on est toujours là. Nous qui on oublie de notre famille, c'est nous qui on oublie de nous-mêmes. C'est nous qu'on travaille, on travaille, on travaille. Mais malheureusement, pas tous les employeurs sont solidaires avec nous. Mais par rapport à la pandémie, qu'est-ce qui se passe? C'est qui nous demande à nous? Qu'est-ce qu'on fait nous? Comment nous on vit? C'est qui? Mais pourtant, nous on existe. Nous on est là. Nous on prend chaque jour les bus, bondés, tout plein, et on part au travail. On nous oblige à travailler. Même si les patrons ils sont bien ou ils sont malades, nous on travaille. Nous on travaille jour et nuit. Et c'est nous qui on souffre. Mais c'est nous qu'on se trouve le lendemain sans travail. On n'a pas de quoi payer le loyer. On n'a pas de quoi manger. On ne peut pas entretenir nos enfants. On est malade, on ne peut pas rester même malade. On ne peut pas. On doit travailler, de survivre. C'est qui nous voit? C'est qui nous aide? Mais nous on n'a pas le droit au chômage. Parce que beaucoup de nous, ils n'ont pas de papiers. Et la question, pourquoi ils n'ont pas de papiers, les gens qui travaillent dans le secteur domestique? Pourquoi? Parce que les employeurs ne veulent pas. D'abord, ils disent, on va vous déclarer, et après ça, toujours, ça sera après, et après il est arrivé la pandémie. Et on se trouve, on n'a pas le droit du chômage. Pourquoi? On se demande. Nous, on travaille. Nous, on travaille. Nous, on risque tout. Nous, on sacrifie toutes nos vies. C'est nous qu'on achète l'équipement des masques, des produits même, des gants. C'est nous qu'on fait tout. Et c'est nous qu'on n'a rien. Pourquoi? Pourquoi on vit dans un pays où quand même la Suisse, il est bien vu? Mais parce que partout se répètent les mêmes gens qui ne veulent pas être solidaires à nous. Ils ne veulent pas. Alors, soyons tous solidaires pour la journée du 7 mars. On va demander, on va prier que vous votez pour nous, pour tous, pour vous-même, pour tous. On doit récupérer au moins quelque chose. Au moins quelque chose. On perd de l'argent et on n'a rien. Mais pour ça, on va demander gentiment, mais en même temps, bien, strictement. On va demander un travail, un salaire et du papier pour tout ça. Et du respect surtout pour tous les gens qui travaillent, et en spécial pour les gens du secteur domestique. Merci beaucoup. Nicolas Curti pour l'Union suisse des artistes musiciens. Cette année, l'Union suisse des artistes musiciens, l'USDAM, a été témoin de la lente chute de toutes les actrices et de tous les acteurs culturels. Elle a vu
comment ils ont été les premiers à être touchés par l'interdiction de concerts, d'événements, de manifestations culturelles. Elle a vu comment, même durant la réouverture et en retour à quelque chose de plus normal, entre guillemets, les actrices et les acteurs culturels ont continué à subir les conséquences du premier lockdown. De par la complexité et l'incompréhension de leur statut d'intermittence, certains n'ont rien, ou presque rien reçu des aides mises en place par le gouvernement. Ils sont les grands perdants, les oubliés de notre système professionnel et social. L'incertitude de futurs engagements plane lourdement sur eux. En effet, cette situation va probablement durer encore longtemps, jusqu'à ce que les concerts et les engagements d'intermittents reprennent. Cela a encore été confirmé hier. La plupart des organisateurs d'événements culturels se voient dans l'impossibilité de pouvoir engager ou organiser de nouveaux concerts. Ils essayent eux-mêmes de garder la tête hors de l'eau. Ce deuxième lockdown est le coup de grâce pour les actrices et les acteurs culturels. Ils ont fourni de grands efforts pour mettre au point des systèmes de protection, lesquels ont fait leurs preuves. Aucun cas de contamination durant les concerts, à la différence des restaurants et des bars où les gens ôtent leur masque pour consommer. Lors de concerts, le public est assis, à distance respectée, et porte son masque en continu. Le risque de contamination lors d'un concert est moins grand que dans tout autre lieu public. Mais malgré cela, ils ont été interdits, encore une fois, de concerts et de représentations. Les intermittents du spectacle ne reçoivent plus d'engagement, plus d'appels, plus rien. Et pour les allocations perte de gains ou autres aides financières, ils ne peuvent même plus fournir de preuves d'annulation d'événements puisqu'il n'y a plus d'événements culturels. L'USDAM essaye, dans la limite de ses ressources, d'aider ses membres. Elle participe aussi à la Task Force Culture et était présente lors de la rencontre avec M. Alain Berset, où la situation a été clairement expliquée. L'Union suisse des artistes musiciens a eu l'impression de se faire entendre. Mais malgré cela, c'est de nouveau l'impasse. Ces dernières mesures sanitaires ne tiennent compte en rien de ce qui a été expliqué. Enfin, l'USDAM espère que la Confédération saura réaliser qu'un nombre considérable de travailleuses et de travailleurs suisses se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Elle fait appel à la clairvoyance, au bon sens, afin que les gouvernements ouvrent les yeux, prennent les bonnes décisions et octroient les aides requises de façon appropriée et accessible pour toutes et pour tous. C'était la lettre de la gouvernance de l'USDAM, comité central à Zurich. En tant que délégué et représentant du comité de la section genevoise de l'USDAM, je me permets d'ajouter ces quelques mots. Oui, un musicien indépendant choisit de suivre un chemin individuel et prend le risque de tomber un jour dans la précarité. Mais aujourd'hui, le musicien est touché au cœur. Il ne peut même pas se faire entendre. Mis en sourdine, il doit se réinventer. C'est facile à dire. Concrètement, il est à peine protégé, encore moins reconnu. 15 ans d'études, des semaines de travail par projet, alors que le musicien professionnel indépendant participe à la variété musicale d'une région, à l'enrichissement culturel de la population, à l'épanouissement pédagogique de nos enfants et renforce les rangs de nos institutions musicales, lesquelles comptent ces musiciens, contactent ces musiciens dans la journée, même parfois dans l'heure. N'oublions pas nos musiciennes et musiciens retraités. Ils nous ont formés, soutenus, encouragés, avec modestie et humilité. Ils nous ont passé ce flambeau, lequel est en train de s'éteindre discrètement. Merci. Wow. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Vincent Bircher, militant syndical au syndicat des services publics et je travaille au service de protection des mineurs. Je prends la parole aujourd'hui pour m'exprimer au nom de mes collègues du secteur social, celles et ceux qui œuvrent jour après jour et nuit après nuit dans le handicap, dans l'aide sociale,
dans la protection de l'enfance, dans la protection des adultes, dans les crèches, les hôpitaux, les prisons, les maisons de quartier, les foyers socio-éducatifs et les services sociaux de proximité. Chaque jour, nous nous engageons dans un travail que nous percevons de moins en moins social et de plus en plus libéral, voire carcéral. Derrière nos bureaux ou dans les murs de nos institutions, nous déployons toute notre énergie pour faire en sorte que les exclus, celles et ceux qui sont jugés trop pauvres, pas assez efficaces, pas assez efficientes, pas assez autonomes, pour que ces personnes-là parviennent un peu à sortir la tête de l'eau. Depuis des mois, nous, travailleuses et travailleurs sociaux, sommes au front de la pandémie. Plus que jamais, en cette période incertaine, nous tentons de préserver d'une crise dont les effets se font à peine sentir des milliers de personnes plongées du jour au lendemain dans une précarité qui ne dit pas son nom. Depuis des années, nous exigeons des moyens supplémentaires. Depuis des années, nous réclamons une amélioration de nos conditions salariales, pourtant largement dues. Cette année encore, le budget voté par le Parlement a le goût de l'amertume. Les besoins sont énormes et les moyens insuffisants. Cet état de fait préfigure une société à deux vitesses et annonce la pagaille sociale à grande échelle. Cette année encore, le budget et les coupes dont nous sommes victimes a le goût rance, le goût de l'indifférence et de l'insuffisance. Nous sommes en colère car nous, salariés du social, nous voulons des bras pour réduire la montagne de travail qui pèse sur nos épaules et conditionne en négatif notre capacité d'action sur le terrain. Les faiblesses des professionnels renforcent les faiblesses des bénéficiaires. La facture de la fracture sociale n'en sera que plus salée. Nous exigeons ces millions de francs détournés à force de cadeaux fiscaux, des millions détournés de nos institutions et qui vont se glisser dans les poches de celles et ceux dont la vie est généralement un long fleuve tranquille. Nous exigeons la fin de cette politique économique qui se résume à transférer les richesses des poches de celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, et pour des milliers aujourd'hui qui ne l'ont même plus, vers celles des actionnaires, des nantis, des grands propriétaires de capitaux. Les richesses que nous, salariés du privé et du public, produisons ne cessent pourtant d'augmenter. Mais c'est une minorité, toujours plus réduite, l'éternelle minorité des privilégiés qui se l'accaparent. Ce braquage organisé n'est pas un choix économique, il est politique, et un jour nous reprendrons tout. Pourtant on nous ignore. En nous ignorant, décideurs politiques et économiques, ils démontrent leur propre ignorance. Une ignorance feinte et calculée. C'est l'ignorance de nos métiers, l'ignorance de la précarité, l'ignorance de nos engagements. Leur ignorance est comme une boîte d'allumettes dans les mains d'un pyromane. Un jour, tout va s'enflammer. N'attendons rien des autoproclamés. Animons les flammes vives de la résistance. Il fait froid, mais par centaines, nous avons chaud. Que les slogans du changement résonnent jusque dans l'atmosphère feutrée de leur palais doré. Qu'ils prêtent l'oreille, car rien n'a changé. Sauf notre colère face à la situation catastrophique qui s'annonce, notre colère, elle s'est renforcée. Face à la régression sociale, organisons-nous, secteur public et secteur privé, autour de l'idée que les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on refuse d'engager. Que l'année 2021 soit celle du changement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, nous sommes la Red de Tamboreras et là on va jouer une chanson qui s'appelle Soledad et c'est l'histoire de la colonisation. C'est l'histoire que les indigènes ont vécu, ça fait des années, en Colombie. Et on le fait avec solidarité avec tous les migrants. Cumbia, oye mi cumbia, rincón de amor del Magdalena, quema del sol, esa
eres tú, rincón de amor, bella región. Esa es mi historia, esa eres tú. Mi Magdalena, esa eres tú. Viejo pueblo Aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Sepultados en la arena, los recuerdos de un ayer. Unos murieron de pena, otros de hambre y de sed. Unos huyeron al monte para poderse proteger. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Y ya verán, ya vivieron, vive tu vida, vive 100 años de soledad, vive 100 años de soledad, 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 soledad. Viejo pueblo Aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Sepultados en la arena, los recuerdos de un ayer. Unos murieron de pena, otros de hambre y de sed. Unos huyeron al monte para poderse proteger. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Y ya verán, ya vivieron, vive tu vida, vive 100 años de soledad, vive 100 años de soledad, 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 soledad. ¡Hey! Bonjour, je vais vous raconter mon histoire et vous rendre visite mon parcours de migrante à Genève. Je suis Lorena, je suis colombienne. J'ai 37 ans et je suis mère de 2 enfants âgés de 6 et 10 ans. Ils sont restés en Colombie avec ma maman et je ne l'ai pas vu depuis 2018.
En Colombie, je suis diplômée dans l'hôtellerie et j'ai travaillé comme secrétaire dans un hôtel jusqu'à ce que je tombe gravement malade. Et j'ai dû subir 2 opérations depuis. Notre situation est devenue très difficile et nous ne vivions plus, mais nous survivions. Une fois rétablie, j'ai décidé d'émigrer. Je suis arrivée à Genève en 2018. Pour me loger, j'ai trouvé un canapé chez une amie pour 600 francs par mois. Puis dans un studio avec un jeune homme qui dormait sur le canapé dans la même pièce que moi, et ensuite une petite chambre dans l'appartement d'une famille à Aulnay avec une mezzanine. Je partageais ma chambre avec une autre personne, je dormais en haut et elle dormait en bas, et nous payions chacune 350 francs à cette famille. J'ai subi des violences physiques et verbales de la part de mon colocataire. J'ai été aidée par des femmes du collectif pour la grève féministe qui m'ont soutenue, mais finalement j'ai eu peur d'être envoyée en Colombie et j'ai renoncé à le dénoncer. Pour gagner de l'argent, j'ai commencé par des babysitting et du nettoyage. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une blanchisserie, payé 9 francs 50 de l'heure. Je gagnais 600 francs par mois. J'ai dû faire des heures supplémentaires non payées. Ensuite, j'ai gardé des enfants et j'ai fait les ménages et préparé les repas de 7h à 17h15 dans une famille pour 8 francs 80 de l'heure. De nouveau, j'ai dû faire beaucoup d'heures supplémentaires sans être payée et le nombre d'enfants à garder variait au gré des besoins d'amis de la famille pour qui je travaillais. Puis, j'ai changé de famille, mais j'étais toujours à sa disposition pour ceux qui m'employaient. Mes sœurs n'étaient pas comptées et le nombre d'enfants que je gardais non plus. J'ai aussi fait des nettoyages dans des bureaux des magasins, payé 10 francs de l'heure, mais en fait, j'ai travaillé 2 mois sans être payée. Mais comme je n'étais pas déclarée, j'ai rien pu faire. Pendant la pandémie, j'ai perdu mon travail. J'ai fait la queue au Bernet. Nous étions tellement qu'après 3 heures d'attente, il n'y avait plus rien, ni pour moi, ni pour les 150 personnes qui étaient encore derrière moi. Nous avons reçu un bon pour un supermarché. Je me suis alors engagée pour aider à la distribution et je collabore depuis avec la caravane de solidarité. Avec des autres migrantes rencontrées et vivantes la même situation, nous avons formé l'Association des travailleurs invisibles de Genève et nous avons participé à la grève féministe en juin de cette année. J'ai aussi rencontré une femme engagée qui est ici avec moi et qui m'a proposé un travail à 25 francs de l'heure pour que je puisse continuer à envoyer un peu d'argent à ma famille. J'ai gagné 600 francs par mois. Grâce au collectif pour la grève féministe, j'ai pu participer à la raid des Tamboreras que j'ai rejointe et ça a bouleversé ma vie. La sororité, le partage et le soutien des femmes m'ont transformée. Je suis devenue plus forte, positive, combative et féministe. Et surtout, j'ai pu m'exprimer et devenir visible. Oui, le féminisme, le mouvement féministe, c'est des luttes, c'est des combats, c'est beaucoup de colère, mais c'est aussi ça, c'est le partage, c'est la sororité, et ça change la vie des femmes qui y participent. Vive le féminisme! Et on n'est pas des victimes ici. Solidarité. Non, solidarité. Solidarité avec les migrants du monde entier. Solidarité avec les migrantes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec
Alors nous allons vous interpréter ce cercle de cumbia. Nous l'avons créé pour le 8 mars l'année passée. Sachez que la plupart des femmes ici, migrantes, suisses, européennes, peu importe, on n'avait jamais joué des tambours de notre vie. On a retrouvé, comme elle avait déjà dit Françoise, une immense sororité, un partage. Et pendant ce temps de la pandémie, l'une des choses qui nous a permis de rester ensemble, c'était jouer des tambours. Et ils nous ont tout pris, sauf la joie, sauf cette envie de continuer à créer ensemble. Et ça, on avait envie de partager avec vous dans ces moments sombres. Et comme dit Cindy, nous ne sommes pas des victimes, nous sommes là, nous sommes fiers, nous sommes en colère. Et on voulait aussi transmettre cette colère dans ce tambour-là, dans ce partage. Donc on va fermer notre présentation musicale avec ce cercle de cumbia.
Merci pour la force, merci pour la colère et merci pour la joie aussi. Maintenant, nous passons à une habitante en lutte de la cité Léopard. Bonjour tout le monde, je viens de Carouge, de la cité Familia et de la cité Léopard, le quartier de Carouge le plus précaire et le plus pauvre, où on a l'impression que les habitantes et les habitants ont été oubliés. Souvenez-vous de la cité Familia, où presque tout le monde pensait que c'était une annexe de Chandolon. On a entassé les gens, on a oublié, on a supprimé les balcons. On vient d'apprendre qu'après 2 ans, 3 ans d'attente, une lutte fantastique des locataires, des pétitions, enfin, au mois de mars, on mettra à peu près 200 balcons. Donc les habitants ont gagné, ils auront leur balcon. Je viens aussi parler de la cité Léopard, près de la piscine, toujours en face de la cité Familia. Il y avait environ 200 personnes. Les régies voulaient démolir ce quartier, pourtant très très aimé de ses habitants, des locataires. Les logements étaient à peu près à 1000 francs par mois. C'est des tout petits appartements qui ont été construits dans les années 60. Les régies, dans leur soif de gagner des sous dont Gérofinance, a décidé de démolir. Il est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de confort, mais ils ont oublié qu'il y avait encore des habitants, à peu près 160. Et ils ont envoyé à tous les locataires des dizaines de lettres pour leur dire « Débrouillez-vous, vous trouvez un autre appartement, nous on veut démolir et reconstruire. Bien sûr, ça va être beaucoup plus cher, mais vous vous débrouillez. » Qu'est-ce qu'ont fait les habitants dont Rosa? Ils ont appelé la presse, ils se sont organisés depuis le mois de juin. Nous avons fait venir la presse, les autorités, les régies. Nous avons demandé le soutien des partis politiques et sur les 140 locataires du mois de juin, nous avons, grâce aux habitantes et aux habitants, à une task force, à une permanence et un avocat, il ne reste plus que 10 habitants à loger. C'est une victoire formidable dans cet enfer du Covid. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est vrai, on n'a pas changé le monde. C'est vrai, on est en plein Covid. C'est vrai que c'est très très dur de trouver des appartements bon marché. Mais là, dès qu'on a des associations un peu solides, que toutes les habitantes et les habitants participent et luttent, on a réussi ce que je ne pensais pas moi-même réussir, reloger tout le monde. La première assemblée que nous avons tenue, nous avons voté une résolution qui demandait qu'on respecte le droit au logement, un logement décent, pas trop cher, pas des prix spéculatifs, bien isolé, pas au bord des routes où on ne s'entend pas. Nous avons voté une résolution en disant aucune locataire ne sera vidée, renvoyée, expulsée sans qu'on arrive à les reloger les 140. Nous avons fait un petit apéro jeudi. Nous allons faire une grande fête quand tout le monde sera parti parce qu'il reste encore 10 personnes et nous vous invitons à rejoindre toutes les associations, les syndicats, parce que dans cette merde du Covid et dans cet enfer, on peut gagner, c'est des petites luttes, mais elles sont formidables. On a les balcons, puis on a les apparts. Au bras là. Christian D'Andrés pour l'ASLOCA. Bonjour chers collègues, chers camarades, c'est un grand honneur de pouvoir prendre la parole après l'exemple de cette lutte de défense des locataires qui illustre assez bien le problème dans lequel on se trouve. C'est que la crise actuelle exacerbe évidemment les failles qui sont celles de notre société, notamment sous l'angle du droit du travail, de l'absence de revenus, les RHT ne sont pas suffisants. L'Assemblée fédérale a chipoté de manière absolument lamentable pour couvrir à 100% les revenus jusqu'à 3 400 francs, en laissant de côté toutes les personnes qui sont au-dessus, on est même en dessous des montants des salaires minimaux qui ont été votés par la population genevoise.
Et donc ces failles-là, il faut pouvoir les remplir. Il faut pouvoir les remplir politiquement avec des propositions à long terme. Et pour ça, il faut qu'on arrive avec aussi des propositions concrètes pour pouvoir fédérer les gens et dans une approche unitaire, pouvoir dépasser ces problématiques, ce qui a été fait avec ces locataires à la Cité Léopard. C'est ce qu'on essaye de faire avec d'autres personnes. J'insiste sur cette nécessité d'avoir des revendications qui soient également atteignables à moyen terme pour une raison simple. Si on veut convaincre la population de la justesse de nos propositions principielles à plus long terme, il faut aussi qu'on puisse les sortir de la merde actuelle. Si on ne le fait pas, on laissera effectivement un boulevard aux néolibéraux qui sont déjà effectivement exprimés contre des soutiens aux petits entrepreneurs, aux petits indépendants et aux travailleurs durant tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre. On a entendu les conseillers fédéraux UDC expliquer qu'on ne pouvait pas sauver tout le monde, qu'on va pouvoir voir émerger la destruction des créations de valeur. C'est ce discours néolibéral-là qui est en train de s'imposer en Suisse. Et pour le battre en brèche, alors on a pu compter évidemment sur le nombre de morts, ce qui est absolument scandaleux. Même à l'international, la Suisse a été mise au pilori. La Suisse est en 12e position des pays qui souffrent le plus dans le monde et qui ont eu le plus de morts, alors qu'on a un système de santé incomparablement plus solide et plus performant. Ça, c'est effectivement le fruit de ces politiques néolibérales. Et donc, pour pouvoir répondre à ça, il faut l'unité. Il faut effectivement travailler ensemble avec les associations, les organisations politiques et les mouvements de locataires et de salariés. Et je pense que cette manifestation est un premier pas. Il faudra continuer tout au long de l'année 2021. Je vous remercie. Merci à Christian D'Andrès. Le collectif 15 mai pour la justice sociale et climatique, Natalia Louquet. À une semaine des 5 ans après la signature de l'accord de Paris, on se réunit en solidarité pour exiger des mesures d'urgence, pour protéger toutes les personnes dont les moyens d'existence ont été frappés par la crise du Covid-19. Cette crise est multiforme et aux enjeux multiples. Il ne s'agit pas seulement d'une crise sanitaire, il s'agit d'une crise sanitaire, climatique, politique, économique et sociale dans un monde inégal et injuste. Elle est le syndrome révélateur d'un mal-être plus profond qui exige la convergence des combats sociaux et climatiques. Elle a mis en lumière un besoin viscéral de nous émanciper d'un système foncièrement inégalitaire dans la répartition des responsabilités et celle des impacts et dommages causés. C'est un appel à s'affranchir de ce système d'une violence féroce qui protège les institutions et les personnes qui en profitent et le font perdurer, tout en écrasant les minorités les plus fragilisées et opprimées, en détruisant et exploitant les personnes et la terre. Le modèle économique actuel accroît les inégalités, détruit l'environnement et accentue les déséquilibres sociaux. Ainsi, il nourrit à la fois la crise du Covid et la crise climatique, deux des principales menaces de notre époque pour les droits humains. Ce modèle nous vulnérabilise et nous expose à de nombreux chocs récurrents, dont cette pandémie et ses multiples répercussions pourraient n'être que le début. Tant au niveau des pays que des individus, les plus pauvres sont généralement les plus exposés et les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Dans ce contexte où les profits des uns unex se font au détriment de la santé, du bien-être et surtout de l'avenir des autres, nous refusons la réanimation d'une économie phagocytaire, destructrice et écocidaire aux dépens de la population et du climat. Nous refusons de sacrifier la solidarité, la vie, la santé et la subsistance sur l'autel de la consommation. Nous devons donner une priorité collective à la protection de l'humain et de la planète. Les engagements et objectifs pris doivent comprendre la temporalité d'un état d'urgence et de nécessité pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, protéger la biodiversité et organiser des sociétés résilientes face aux dérèglements à venir. Ils doivent être respectés en appliquant des mesures qui intègrent la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la crise climatique. Nous exigeons une action urgente, en solidarité, dans la convergence, avec des réponses multiples pour se réinventer, pour créer des alternatives plus respectueuses des êtres, de la terre et des personnes qui en prennent soin et la protègent. Dans la nécessité d'un changement structurel profond de long terme, nous devons renforcer notre résilience face aux crises futures, avec des mesures inédites, audacieuses, courageuses, radicales, féministes, des mesures pour le climat qui ne défavorisent pas les plus démunis. Nous voulons et nous devons
ensemble, élaborer une transition vers un monde écologiquement et socialement plus juste et plus durable. Prenons la place dans cette brèche des possibles pour transformer ce moment en tournant. Et le collectif du climat vous invite aussi à les rejoindre et déjà à prendre note d'une date du 23 janvier où il y aura une grande plénière organisée par la Grève pour l'avenir où nous essaierons de s'organiser pour faire la convergence de nos luttes. Merci. Merci. Pour la résolution Alejo Patino, CGAS. Alors, les syndicats genevois réunis au sein de la CGAS souhaitent vous proposer d'adopter une résolution qui serait envoyée aux représentants patronaux ainsi qu'aux autorités genevoises. Parce que toutes les crises paraissent inévitablement être pensées de façon à ce que ce soit toujours les mêmes qui en payent le prix, parce que c'est une fois de plus, une fois de trop, encore et encore les mêmes qui payent le prix fort et que d'autres empochent toujours les profits. La CGAS vous propose de ratifier la résolution suivante afin que ce rassemblement valide l'ensemble des éléments qui nous réunissent aujourd'hui. Donc, résolution à l'attention des autorités et du patronat. Nous, travailleurs et travailleuses, salariés, indépendants, faux indépendants, en emploi, en sous-emploi ou sans plus emploi du tout. Nous, employés fixes, temporaires, à l'heure, à la tâche, avec ou sans statut précaire ou plutôt précarisé. Nous qui n'arrivons plus à payer nos factures, qui avons perdu notre toit ou qui risquons de le perdre. Nous, vivants ou survivants, exposés, sacrifiés sur l'autel du chiffre d'affaires. Nous, les oubliés des mesures d'aide, les méprisés des autorités. Nous, à qui l'on jette que des miettes, tandis que d'autres empochent des milliards. Nous, celles et ceux de qui on exige responsabilité et solidarité, alors qu'au mieux on nous abandonne lorsque on ne s'attaque pas à nos droits. Nous qui permettons tous les jours à la collectivité de continuer à fonctionner. Nous avons décidé de reprendre la rue. Nous avons décidé de faire entendre notre voix et nous avons décidé aujourd'hui de nous mobiliser. Jusqu'à ce que plus personne ne soit contraint de s'exposer inutilement et d'exposer les autres. Jusqu'à ce que la santé publique ne soit plus sacrifiée sur l'autel du profit. Jusqu'à ce que 100% du revenu de chacun et de chacune soit garanti. Jusqu'à ce que les emplois soient véritablement protégés et que d'autres soient créés. Jusqu'à ce que plus personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Parce que nous voulons une sortie de crise solidaire, sociale, féministe et écologique, nous exigeons des mesures d'urgence pour les travailleurs et les travailleuses et des nouveaux droits pour protéger toutes les personnes dont les moyens d'existence ont été frappés par la crise. Parce que cette crise sanitaire, sociale, économique et climatique ne fait que creuser les inégalités, nous exigeons un meilleur partage des richesses. Parce que nous ne voulons plus du monde d'avant, parce que nous ne voulons pas d'un monde d'après encore pire, nous prenons la rue et la reprendrons encore et encore, toutes et tous ensemble, autant qu'il le faudra, jusqu'à ce que nous soyons entendus, jusqu'à la victoire, toujours. Voilà, donc je vous propose, si vous êtes d'accord, je prends ça pour un oui. Je vous remercie. La lutte continue. Merci. J'ajouterai à cette résolution culturelle artistique. Par exemple, voilà, il me manque dans cette résolution le culturel et l'artistique. Et ça tombe bien parce que c'est justement de culture dont je vais brièvement vous parler. J'ai demandé tout à l'heure, mais c'est pas pour tout de suite, le requiem. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Élisabeth d'Autriche disait il y a bien longtemps: étouffer la culture, voilà la civilisation. Elle est chez elle en Occident. Elle est une déviation des buts naturels de l'existence. La civilisation, ce sont les tramways. La culture, les belles forêts, libres. La civilisation, c'est l'érudition. La culture, ce sont les idées. La civilisation réclame pour soi chaque être humain et nous met tous en cage. La culture, chacun la porte en soi à chaque souffle, et en cela naît la grande unité. Où la culture et la civilisation s'entrechoquent, éclate la plainte muette de la vie. C'était à la fin du 19e siècle, et ça me semble être toujours d'actualité. Et pour cette essentielle culture, celle dont on ne parle si peu ou si mal,
qu'on évoque seulement quand on y est forcé, qu'on maltraite en la qualifiant de loisir, faisant fi du travail formidable des artistes et acteurs, actrices culturelles, se joignent à moi, s'ils sont là, les collectifs gueulés dans la rue et les bras cassés. Et maintenant, si vous êtes d'accord, eh bien, un cri, un seul, tous ensemble. Oui? 1, 2, 3. Merci. Ah, ben voilà. Alors, vous avez préparé? Vous êtes prêts? Alors, à mon signal, nous lancerons toutes ensemble le Requiem de Mozart, de la version que je vous ai envoyée, que vous avez reçue. Et rassurez-vous, encore une fois, ça n'a rien de religieux. C'est une manière de faire part de notre mélancolie. Ensuite, une fois que nous l'aurons lancé, je ferai un geste progressif pour l'éteindre jusqu'au silence. Vous êtes prêts? Ce sera à 3. 1, 2, 3. Et pour faire le lien entre la culture et l'hommage, puisque tout à l'heure il s'agira d'un hommage, et ça n'a toujours rien à voir avec la religion, c'est juste un peu d'amour. La chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune de nos rendez-vous. Gardent leurs amours encloses, et je reviens tendrement près d'elle parmi vos roses, essentiellement. Quand les fleurs seront fanées et que l'orgue sera sourd, et la chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. La
la chapelle au clair de lune, espérant votre retour, verra-t-elle dans la nuit brune refleurir nos amours? Tant que les fleurs seront fanées et tant que l'orgue restera sourd, la chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. La chapelle au clair de lune, espérant notre retour, verra-t-elle dans la nuit brune refleurir nos amours? Voilà, j'avais envie de vous dire que je vous aimais avec un peu de poésie. Et maintenant, place au recueillement pour les morts du Covid par urgence convergence. Michel Milner, Patricia Tondreau, qui sont accompagnés à la guitare par Sergio Valdeos. Merci à vous. Bonjour. On est vraiment très heureux d'être ici avec vous. Au Chili, d'où Patricia et moi on vient, il existe une tradition qui s'appelle Canto a lo divino y a lo humano, le chant au divin et à l'humain. La personne qui chante cette musique et cette poésie chante à lo poeta, comme un poète. Le répertoire de cette tradition accompagne les naissances, les baptêmes, les mariages et les enterrements. Nous allons d'abord chanter El saludo del velorio para un angelito, que le poète chante pour accueillir ceux qui se rassemblent pour honorer ses morts. Saludo primeramente a tu dulcísimo Padre. Saludo también a la Madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a la noble gente que te da tal reverencia, pidiéndole a Dios clemencia que te dé su salvación. En presencia del Señor, saludo la hermosa mesa. Sans la culture silence, sans la culture absence, abstinence, carence et démence, mais aussi sans la culture violence. Et là, je ne parle pas seulement de la culture avec un grand C, pas seulement de nous, les artistes, de nos théâtres, de nos salles de concert, de nos musées, de tous nos métiers. Je parle du foyer qui nous permet de nous rassembler. Je parle de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir dormir comme on veut en paix. Je parle de résilience et de résistance. S'il y a une chose que la Covid nous a offert, c'est la possibilité de voir avec une clarté extraordinaire le monde dans lequel nous vivons.
Un monde souvent cruel qui nous surveille et qui nous punit. Un monde où nos corps et nos esprits subissent tous les jours et sans relâche de la discipline et des châtiments de la part d'un pouvoir sournois et inconscient. Un monde qui exclut et qui gaspille et jette allègrement tous ceux dont il estime qu'il n'a pas besoin. Un monde qui essaye de nous voler nos mots, nos cœurs et nos rêves. Dans un moment où l'on devrait être à tout prix à l'écoute de ceux et celles avec qui on vit, de ceux et celles que nous aimons, mais aussi de tous ceux et celles qui nous entourent, où les mots clés devraient être la justice, l'égalité et la sororité, on ne voit que de l'intérêt, la bêtise et la cupidité. Comme disait Violeta Parra, válgame Dios como están todos los pobres cristianos, en este mundo inhumano partidos mitad a mitad. Del rico es esta maldad, lo digo muy conmovida. Dijo el Señor a María, son para todos las flores, los montes, los arreboles, ¿por qué el pudiente se olvida? Le Seigneur a dit à Marie, les fleurs appartiennent à tout le monde, pourquoi le puissant l'oublie? Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destello del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? La cordillera de los Andes de la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, maldigo lo perfumoso, lo franco y lo veleidoso, porque mi gallo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la medusa, la araucaria, el trino de la canaria, el cosmos con sus planetas, la tierra de todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus galetas. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicantes, yo los maldigo llorando, los libres y los prisioneros, los dulces y los pendencieros, le pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor?
on va chanter une chanson de Víctor Jara, Manifiesto. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas del que moría cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción Bravo, bravo. Merci Patricia Tondreau, Michel Milner et Sergio Valdeos. Merci pour ce très beau moment. Et je voulais vous remercier toutes et tous pour votre présence. Merci à la technique. Merci à toutes celles et ceux qui ont organisé ce rassemblement. Et puis merci à celles et ceux qui
font en sorte que le monde soit, sinon meilleur, un peu moins dur. Et pour la fin, Davide De Filippo, pour le CGAS et pour le tout. Oui, je ne vais plus vous retenir très longtemps, simplement voilà, vous remercier d'avoir participé aujourd'hui. Remercier moi aussi tous les artistes qui se sont produits aujourd'hui et qui ont fait de ce rassemblement aussi quelque chose de culturel et ce qu'on en a besoin. Merci. Et la lutte continue. Certaines sont peut-être un peu déçus aujourd'hui de ne pas avoir été plus nombreux. C'est un début, on l'a dit, et nous serons encore là tout au long de ce printemps, parce que malheureusement, nous devrons encore nous mobiliser pour défendre nos droits, pour exister. Rentrez chez vous, cette manifestation est officiellement dissoute, et à tout bientôt. Et voilà mon pote, c'est fini. Je vais te laisser là. Je vais essayer d'inviter un maximum de personnes pour le retour à la maison. et voilà, je t'aime très fort et je pense à toi et tout ça. À bientôt. Alors